J'ai eu l'occasion de développer dans le pays un certain nombre d'options qui étaient la justice sociale, l'intégration nationale, la rigueur, dans la gestion du patrimoine national, la moralisation, la compétence, l'efficacité, et en particulier, j'ai tenu à affirmer la primauté de l'État par rapport aux partis. Bien sûr, ces options ne pouvaient pas faire l'unanimité. Et le putsch apparaît finalement comme le dernier acte violent d'un processus d'opposition entre ces options qui étaient les options du renouveau et puis les positions des nostalgiques qui n'entendaient pas voir changer l'ordre ancien des choses. La nation est en état de choc. L'histoire, qui vient de connaître une accélération brutale, semble avoir pris au dépourvu bon nombre de Camerounais. Mais Paul Biya, lui, garde fermement le cap, même s'il restera à jamais marqué par cette période d'incertitude. Je crois que le coup d'État de 84 l'a empêché, je crois, de suivre l'idée qui s'était assignée au soir du 2 novembre. La rigueur et la moralisation. Parce que les gens qui l'entouraient n'avaient pas de moralité, on voulait dire. Et ils avaient des envies qui étaient très personnelles. Et le coup d'État, ayant apporté certaines menaces dans la sécurité de l'État, il s'est recroquevillé aussi. Il s'est recroquevillé dans une sorte de mutisme et sans plus véritablement communiquer en agissant maintenant pour la sécurité. Et donc une dérive sécuritaire qui a remplacé la dynamique sociale. La tentative du coup d'État se referme en laissant naturellement quelques séquelles. Mais pas question pour le président de la République de laisser le pays sombrer. Après le coup d'État, tous les faucons se sont rués autour de Biya pour l'entourer et pour lui demander de tuer tout ce qu'on a arrêté. Il a fallu que Biya résiste. Bon, les autres nous ont soumis à des conditions drastiques, infrahumaines, ce qui nous a permis de survivre pour témoigner aujourd'hui. Alors, un monsieur comme ça ne peut être que plus proche de mon éducation judéo-chrétienne, qui laisse beaucoup de place à l'humanisme. Pour le nouveau chef d'État, son projet politique ne saurait être contrarié malgré les résistances et les épreuves. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 1982 à la présidence de la République, j'ai trouvé un parti unique monolithique. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Aux sirènes de la vengeance et des règlements de compte,
Paul Biya oppose une fin de non-recevoir. Le Cameroun doit se construire avec la participation de l'ensemble de ses filles et fils. Le Cameroun sera uni ou ne sera pas. Cap sur Bamenda, ville symbole, reflet de l'attachement du président camerounais à la partie anglophone du pays. C'est dans cette ville chargée d'histoire que sera signé l'acte de décès de l'Union nationale camerounaise, UNC en abrégé, et l'acte de naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis de ceux qui pensent que dès 1982, le regard du président Paul Biya était vers la région du Nord-Ouest. Je dirais même en substance que le chef de l'État avait signé un contrat social avec la région du Nord-Ouest, et puis il y a des faits qui peuvent en témoigner. En 1983, le président Paul Biya arrive à Bamenda pour sa première visite officielle. Nous sommes en 1983. En 1984, ils reviennent encore au mois d'octobre dans la région du Nord-Ouest pour le comice agro-pastoral. Et vers 1984, il y a les rumeurs pour un congrès éventuel de l'UNC de l'époque, l'Union nationale camerounaise. Et je crois que, étant à Yaoundé, il y avait des dignitaires à l'époque qui disaient que, bon, comme le président était déjà à Bamenda en 83 et en 84, on est à peu près sûr que le congrès se tiendra ailleurs. Mais à la surprise générale, le président Paul Biya décide encore que le congrès de l'UNC, qui a donné naissance au RDPC, se tiendra à Bamenda. Alors vous constatez que 1983, 1984, 1985, le président Paul Biya arrive à Bamenda. Dans le gouvernement, vous voyez à peu près l'agenda présidentiel de prendre une décision aussi importante, successive, d'aller dans une région 3 fois successive. Je crois qu'il n'y avait pas un autre message que de dire aux anglophones, surtout ceux de la région du Nord-Ouest, qu'avec vous, je veux faire du business politique. C'était ça le message du président Paul Biya. Que naît le 24 mars 1985 à Bamenda, dans la province du Nord-Ouest, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout commence le 21 mars 1985 avec le discours d'ouverture du président national, son Excellence Paul Biya. La maison du parti de Bamenda, symbole éternel de l'unité, de la solidarité et du dynamisme du peuple camerounais, est pleine à craquer. Le rendez-vous est historique et l'enjeu de taille. C'est le premier congrès de l'ère du renouveau, prolongement logique de la mutation intervenue le 6 novembre 1982. Ce rendez-vous avec l'histoire, les Camerounais ont failli le manquer, car rien n'aura épargné leur pays dans la dernière période ayant précédé ce congrès de Bamenda. Chers camarades, il me plaît de prime abord de pouvoir observer, pour m'en féliciter, que rien n'a donc pu empêcher la tenue de nos présentes assises. Rien pourtant ne nous aura été épargné, notamment dans la dernière période ayant précédé l'actuel congrès. Ni les surprises désagréables, ni les émotions, ni les déceptions, ni le feu, ni le sang, ni les larmes. Les épreuves les plus douloureuses dans la vie d'une nation nous ont été imposées, telles qu'elles se sont manifestées à travers les menées subversives, les menaces contre la sécurité de l'État, les manœuvres de division et de déstabilisation que nous avons enregistrées. Contre vents et marées donc, le congrès de Bamenda ouvre ses portes le 21 mars 1985. Tant sur la forme que sur le fond, il tranche d'avec les assises antérieures. C'est le congrès de l'autocritique et de l'évaluation sans complaisance de l'action menée par le parti. Le Rassemblement
démocratique du peuple camerounais puisqu'il faut l'appeler par son nom, voit donc le jour ici même à Bamenda ce 24 mars 1985. Ainsi se trouve donc réalisé le vœu fervent de toutes les forces vives de la nation d'opérer au sein du parti une évolution significative des nouvelles espérances levées à l'aube du renouveau national. Ces nouvelles espérances nous commandent dès à présent de proposer aux Camerounais une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle compréhension de leurs droits et obligations, une nouvelle conception du militantisme politique, une marche plus hardie vers l'intégration nationale, gage de paix, de stabilité et de prospérité. En cette année 1985, année charnière pour le renouveau national, le Cameroun devient une plaque tournante d'une vaste offensive diplomatique. Hymnes nationaux, 21 coups de canon, revue des troupes et des corps constitués, la visite de travail d'amitié avait pris l'allure d'une visite officielle. En tout cas, le ton avait été donné par les médias ivoiriens, radio, télévision, presse écrite, qui avaient vu en cette visite celle du renforcement des relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est devenu une figure qui compte sur le grand échiquier mondial. C'est devenu un carrefour important de la vie diplomatique, politique et économique internationale. La venue du Saint-Père, le pape Jean-Paul II, chef religieux et chef de l'État du Vatican, a souligné l'attachement qu'il porte au Cameroun et l'importance qu'il lui accorde au sein du continent africain. La visite de nombreux ministres et ambassadeurs de pays amis, ainsi que l'afflux de délégations d'hommes d'affaires, confirme le rayonnement international de notre pays. Les invitations officielles à me rendre en France, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire, au Zaïre et au Gabon ont renforcé les liens nous unissant avec ces États. De Yamoussoukro à Berlin, de Paris à Londres, Paul Biya vend la destination camerounaise à ses différents interlocuteurs et saisit l'occasion pour affirmer la personnalité singulière de notre pays. On a souvent pensé que le Cameroun ou certains autres pays étaient plus ou moins la chasse gardée de certains pays industrialisés. Je tiens à dire ici en toute clarté que nous tenons à diversifier nos relations économiques et que les investisseurs allemands travailleront au Cameroun, s'ils le désirent, sur une base d'égalité avec les autres opérateurs économiques. Durant cette période, le pays s'attelle, malgré des voyants économiques qui ne sont pas particulièrement favorables, de mener des réformes pour juguler les effets d'une crise économique de plus en plus pernicieuse. Nous sommes en pleine crise économique, mais comme vous le savez, je ne veux pas faire la genèse de cette crise. Vous savez qu'elle a été essentiellement déclenchée par la chute des coûts des matières premières, laquelle a
entraîné une baisse de plus de 50% des revenus de Ça, c'est un dénominateur commun à l'ensemble des pays africains. Oui. Et alors, face à cette situation, nous avons pris des mesures énergiques, des mesures intérieures, réduction du train de vie de l'État et d'autres mesures assez drastiques, fermeture de banques, jusqu'à 4 banques que nous avons dû fermer. Et en même temps, nous avons fait appel à nos amis, dont la France. Nous avons signé des accords avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Au total, donc, nous sommes à mi-chemin pour sortir de la crise économique. Sur le plan politique, pendant ce temps, rien à faire. Le processus de démocratisation est irréversible et c'est le président Biya en personne qui en assure la conduite avec minutie et obstination. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver à une société de liberté, une société démocratique, et que les chemins y mènent devront être différents, chaque pays empruntant celui qu'il croit mieux adapté à ses réalités. Alors pour nous, nous avons pensé qu'il faut d'abord instaurer réellement une société de liberté intégrale, liberté d'aller et venir, liberté d'association. Et naturellement, lorsque la liberté est totale, on ne peut pas empêcher ceux qui veulent créer des partis politiques de le faire. Mais il y a tout de même des acquis qu'il faut préserver. L'unité nationale, le respect de l'ordre, le respect de la loi. Tout ceci nous amènera sans doute dans les lois instaurant la liberté à prévoir des garde-fous, parce qu'encore une fois, les États africains sont jeunes. 30 ans d'indépendance, ce n'est pas assez pour forger des mentalités rompues au jeu démocratique. On pense surtout au discours de Mitterrand à la Baule. Mais lorsque le Congrès, enfin, c'était pas le Congrès. Lorsque le congrès du RDPC se tient, Mitterrand n'a pas encore fait son discours. Mitterrand va faire son discours de la Baule où il dira il n'y a pas de développement sans démocratie, ce qui supposait que les assistants, les aides, les partenariats ne peuvent pas être conclus avec des pays qui n'évoluent pas vers la démocratie. Le discours de Mitterrand vient après. Mais remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90. Que le président, il n'a pas encore pris la présidence du parti. C'est là l'un des moments avec l'ancien président Ahidjo. Septembre 83, le premier congrès que préside Paul Biya, qui est encore congrès de l'UNC, c'est là qu'il dit « Il nous faut un parti véritablement démocratique ». Lorsque surviennent les grands orages venus de l'Est, il trouve en Paul Biya un démocrate dans l'âme, bien en avance sur son temps. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 1982 à la présidence de la République, j'ai trouvé un parti unique, monolithique, où tout était désigné à partir du poste central, c'est-à-dire à partir du président national. C'est progressivement que j'ai commencé à introduire la démocratie au sein du parti, en permettant des candidatures multiples pour les mêmes postes, en supprimant les investitures, en laissant la liberté d'expression, de sorte que le dernier congrès que nous avons tenu à Yaoundé à la fin du mois de juin était déjà un congrès qui se situait en cours de réalisation d'une évolution démocratique. Ce congrès marque un pas important parce que nous allons vers une démocratie plus intégrale. Mais parce qu'à l'entrée de cette décennie 90, la mode et à la remise en question et au renversement de l'ordre établi, le Cameroun ne va pas échapper à la bourrasque des modèles importés. Au Cameroun, très vite, ce mouvement social a pris un aspect, une tournure politique. Donc,
les politiques se sont plus ou moins imposés. Le Cameroun n'était pas nécessairement celui qui a inventé ces notions-là. Mais une qui était très forte, c'était la conférence nationale souveraine. Donc il s'agissait effectivement, pour ceux qui étaient impliqués, d'essayer de rebâtir, bon, d'abord de dénoncer ce que l'on considérait comme inapproprié, ensuite de reconstruire sur la base d'un grand soir, d'une assemblée qui représenterait tous les Camerounais et qui allait se mettre au travail pour faire un Cameroun nouveau. C'est notre arrestation en 19 février 1990 avec Maître Yondo, Henriette Ekoué et consorts qui a déclenché le processus du retour au multipartisme. Ça c'est indirect, on ne l'a pas fait, on se réunissait pour inciter le chef de l'État à ouvrir. On ne savait pas que ce serait l'élément déclencheur de tout ce processus politique. Directement, lorsque nous sortons de prison le 14 août 1990, je sors avec la volonté farouche, avec la direction du parti, du PC en clandestinité, de reprendre ce que notre arrestation a arrêté, c'est-à-dire une dynamique pour amener le pays au multipartisme. Par la suite, nous sommes avec Henriette Ekoué et la direction de l'UPC combattante en clandestinité à l'origine de la création de la coordination des partis politiques et associations, qui est la mère de l'Union pour le changement qui nous amène en 1992 aux élections. Et ensuite, bon, toute la période des villes mortes, en coordination avec d'autres leaders comme Mbouama Massok, Tchameni et d'autres activistes et d'autres partis politiques, c'est nous qui allons animer toute la phase des villes mortes qui va s'étendre sur pratiquement 6 mois. Et enfin, à titre personnel, je suis celui qui a généré l'idée du carton rouge. En réalité, l'idée m'est venue quand j'étais en prison à Batouré, au mois de juin 1990. Et c'est à ce moment que se jouait la Coupe du Monde, où quand on a battu l'Argentine, j'étais en prison. Et c'était la première fois qu'on généralisait le carton rouge. Il faut savoir que pour faire sortir quelqu'un du jeu, l'arbitre lui donnait un carton rouge. Sorti de prison, je me suis dit, bah, ça tombe bien, c'est une bonne idée pour montrer la porte de sortie au régime en place. Une période difficile quand même, je n'oublie pas que les camarades du parti, beaucoup étaient obligés de retirer leur tenue du parti. Quand, vous savez, souvent les gens circulent en tenue du parti, en uniforme divers. Parce qu'il y a eu des maltraitances dans les taxis de tous ceux qui affichaient l'identité RDPC. Mais il y a eu du répondant. Il y a eu du répondant que nous avons pu donner. Le président m'a fait confiance chaque fois qu'il y avait une situation, on en parlait, il me disait, bon, mais allez leur dire, allez leur dire. Et un jour, effectivement, je me souviens que le défunt Eboa Samuel, paix à son âme, lorsque je réagissais à certains de leurs mots d'ordre et en sollicitant leur sens des responsabilités, connaissant ce qu'ils ont représenté pour le pays dans les responsabilités antérieures, que c'est des gens qui ne devraient pas aller plus loin que ce qu'on peut voir. Alors je me souviens, le vieux, il a dit, ah, attention, il veut nous mettre dans la poche, mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon, c'était cette animation, ben oui, ça n'est pas resté simplement aussi gentil, parce qu'on sait, à Douala, Yaoundé, surtout à Douala, les villes mortes, et puis avec les cartons rouges qu'on présentait pour traverser, rentrer à Bonabéry, c'était difficile. Vouloir paralyser Douala, vouloir détruire Douala, vouloir mettre Douala à feu et à sang,
C'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Ceci a été résolu quand même par ce que nous avons appelé la tripartite, que le président a savamment organisé. Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Il faudra alors pour Paul Biya déployer tout son génie politique pour éviter que le Cameroun aille à la dérive. Le président ne s'est exprimé que pour la première fois, que je crois que c'était en juin 91 ou quelque chose comme ça, au Parlement, pour dire que la conférence nationale est sans objet. Ces déclarations ont provoqué une réaction extrêmement forte de tous ceux qui avaient misé sur la tenue de cette conférence pour voir les choses évoluer. Il avait continué en disant « il n'y a pas une crise de régime, il n'y a pas une crise des institutions, mais on va simplement en changer les acteurs. » Il s'en est tenu là. Une grande agitation s'est mise en place. Il y a eu des mouvements, des exactions, des démolitions, des marches, etc. Mais il s'en est tenu là. La démocratisation de notre pays pose des problèmes d'adaptation. Des dérapages sont observés. Devant cette situation, vous vous êtes distingué par votre sérieux, votre maturité et votre attachement à la paix. Et il manœuvre dans ce qu'on peut appeler ce qui ressemble à la non-action. Mais à une non-action qui est faite de discours, de contacts et de contacts moins tapageurs, justement. Là où on l'attend, c'est pas là qu'on le voit. Et on est surpris de voir qu'il y a un résultat, quelque part. En 1990, lorsque les vents d'Est et les vents du Sud étaient en train de souffler, le président a gardé le cap en disant effectivement que nous n'avons pas besoin de ces grandes conférences nationales souveraines. Le souverain, c'est le peuple. Faisant donc confiance au peuple, il a engagé les réformes politiques pour permettre l'expression des partis politiques. Dois-je vous rappeler que dans la Constitution, les partis concourent à l'expression du suffrage. L'article 4 de la Constitution. Et donc, les partis politiques n'ont pas l'exclusivité de l'action politique, mais les partis politiques sont la trame à travers laquelle les actions politiques peuvent s'opérer, effectivement, à travers lesquelles l'alternance peut s'opérer. Ils reviennent donc aux partis politiques, avec un programme politique d'alternance, de proposer au peuple camerounais ces projets d'alternance en espérant effectivement qu'ils pourraient gagner le Capitole. Dans un extraordinaire retournement de situation, le président de la République prend l'opposition majoritairement va-t-en-guerre à contre-pied et remet la balle au centre. Le roseau plie mais ne rompt pas. Il n'y aura pas de passage en force au sommet de l'État. C'est le triomphe de l'ordre républicain. Nous étions encore dans le monolithisme. C'était le parti unique. Il fallait décider si nous restions dans le parti unique ou si nous allions à la démocratie, au multipartisme, au pluralisme. Nous étions nombreux, nous, ces collaborateurs de l'époque, à dire non, le Cameroun n'est pas prêt. À freiner des quatre fers. À freiner des quatre fers en disant non, on a parlé du multipartisme précipité, non multipartisme. Moi, j'étais conseiller du président, j'étais conseiller politique à l'époque. J'étais de ceux qui ont marché pour dire non.
au multipartisme précipité. Un compatriote de l'époque, Célestin Monga, avait publié un certain nombre d'articles virulents sur la situation et nous étions sortis en masse pour dire non au multipartisme. Et nous pensions que le président allait nous suivre. Et nous avons tous été surpris quand il a dit, dans le cadre du congrès du parti, que nous devrions nous préparer à aller à la concurrence. Il avait donc choisi pour la démocratisation de notre pays et je pense que avec le temps, on s'aperçoit aujourd'hui que lui, il avait raison. Il avait de l'avance sur son temps, il avait été clairvoyant et le choix qu'il avait fait, celui de la démocratie, était le choix qu'il fallait faire. Nous considérons que c'est un moyen de pression, peut-être parce que ces pays pensent que nous n'irions pas autrement à la démocratie, mais nous pensons que ce n'est pas nécessaire d'exercer des pressions sur nous. Il y a une volonté, une réelle volonté des Africains d'aller à la démocratie, vers la démocratie. Et quand bien même les dirigeants seraient un peu en retrait, mais les peuples, grâce à l'uniformisation du monde par les médias, les peuples veulent la liberté. Si on veut rester au pouvoir, il faut donner la liberté aux gens. Donc on n'a pas besoin de pression. Nous sommes portés à aller naturellement vers la démocratie. Au lendemain de ces événements, le pays connaît une véritable déprime. Il n'est pas jusqu'au parti au pouvoir qui ne soit ébranlé par ces convulsions politiques. Il faut alors pour le RDPC constituer des alliances pour continuer à avoir la maîtrise de l'agenda politique. Nous, on était deux partis. Le RDPC du président Biya et le MDR, mon parti à moi, pour former le premier gouvernement de coalition en 1992. Je sortais de prison. Le régime qui m'a emprisonné, c'est celui-là. Si je devais obéir à ma faiblesse d'homme, j'allais dire voilà, j'ai une occasion pour faire plonger tout le monde, puisque on était arbitre de la situation. Avec mes 6 députés, chaque député MDR pesait 1 tonne. Alors, non, il ne faut pas se venger. On ne se venge pas de son pays. Tout ce qui vous arrive sur le plan politique de ce genre-là, c'est la faute des hommes, c'est de la faiblesse des hommes. Mais il faut se montrer supérieur. Alors donc, obéissant à des considérations supérieures, je me suis dit, mon pays est au bord du gouffre. Souvenez-vous, parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. Mon pays, en 92, était au bord du gouffre. Paradoxalement, les gens, au nom de la démocratie, avaient divisé ma nation en deux, de façon manichéenne, parce qu'ils avaient une approche négative. Ils avaient mis d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Sur la base de quoi? Simplement parce que ceux qui étaient partisans de l'immobilisme étaient d'un côté, et de l'autre côté étaient ceux qui étaient partisans de l'extrémisme. Alors donc, sur incitation des miens, j'ai donc créé le MDR, à savoir le mouvement démocratique pour la défense de la République, qui proposait une troisième voie entre l'immobilisme des uns et l'extrémisme des autres. Il fallait une troisième voie, celle de la raison. C'est ce que nous... Alors,
il fallait se déterminer par rapport à ces deux camps que je viens de vous décrire. Mais Biya était au pouvoir. C'est lui qui avait le pouvoir. Et qui détenait toutes les prérogatives qui lui étaient dues par rapport à la constitution qui était conçue dans le cadre monopartisan. Alors ceux qui disaient que nous, on peut, de l'opposition, on pouvait former un gouvernement, ils se trompaient. Parce que moi, on m'a appris qu'on ne peut additionner que des éléments de la même espèce. Dans une basse-cour, vous êtes du Nord, hein? Dans ma basse-cour, j'ai 5 poulets, 10 pintades, 4 lapins. Tout ça, j'ai besoin d'addition, ça comment? Ça me fait que 4 lapins d'un côté, 5 poulets de l'autre. Vous ne pouvez pas additionner le MDR et l'UNDP, c'est pas vrai. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'UPC. C'est mon ami, j'ai une pensée pieuse pour mon Yandoma Kodok. Vous ne pouvez pas nous additionner. Non, non, non. Non. Chacun a sa ligne de conduite. Chacun a sa ligne politique. Donc, ce n'était pas possible. 1. 2. Tout. Hein? Vous vous rendez compte? Vous allez former un gouvernement entre vous. Alors que Biya tient le cordon de la bourse. Il vous prive de tous les moyens de gouverner. Eh bien, le pouvoir ne peut se transférer que dans la rue. Il ne vous restera plus qu'à manifester dans la rue. Mais en attendant, vous n'avez pas les moyens de gouverner. Moi, MDR, qui voudrait que le Cameroun continue à être gouverné rationnellement, je ne pouvais pas accepter une telle situation. Le Cameroun est à peine sorti des années dites de braise qu'un nouveau front s'ouvre. Quand Bakassi déclenche, je suis au courant comment. Nous sommes en Vomeka. C'est la nuit de vendredi à samedi. Je suis à l'office des maires d'hôtel. Pour ceux qui connaissent la petite résidence où les maires d'hôtel dorment là. Je suis là-dedans. Il s'est fait déjà tard. C'est des affaires de 3h30, 4h. Donc on se partageait. Certains maires d'hôtel dormaient avec le président en bas et d'autres dormaient là parce qu'il y avait le téléphone qui sonnait régulièrement. Moi j'étais là seul. À 4h, le téléphone sonne. Je prends le téléphone. Allô? Oui, je suis le ministre à Kamoufoumou. Comme je vous le dis là, l'affaire de Bakassi, si quelqu'un d'autre vous dit ça, c'est seulement mensonge. Je suis le ministre à Kamoufoumou. Je voudrais parler au président de la République. J'ai dit, monsieur le ministre, à 4h. Il me dit, mon fils, il s'est dit, est-ce que je vous ai déjà... Il vit encore, on peut le dire. Est-ce que je vous ai déjà appelé un jour comme ça? Il dit, si vous me dites la raison, parce que le président maintenant, il m'a donc dit, je suis au bureau, si le président peut m'avoir, dites-lui que la guerre a déclenché à Bakassi. Je toque, pong, 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 pong. Le président gronde. C'est qui? Est-ce que le Cameroun se brûle? C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, Excellence, c'est Samson. Je m'excuse. Le ministre à Kamoufoumou voudrait vous avoir. Il a dit, ah. Il dit, contourner. Peut-être lui-même avait... Vous ne voulez pas qu'on lui arrive le téléphone, ou bien c'était mal accroché. Je recontourne avec ces militaires-là. Il voit comment j'entre. Il dit, appelez le ministre. J'appelle donc le ministre au chevet du lit. Je lui passe, il était en pyjama. Et il se met à parler avec le ministre. Après, quand il raccroche, il dit, Samson, regroupez tout le monde. Dites à tout le monde qu'on rentre sur Yaoundé tout de suite. On a pris la route à tombeau ouvert à 4h avec le chef de l'État pour Yaoundé. On arrive donc ici très tôt le matin, un samedi. Et il programme la réunion de crise au palais à 10h. Donc, moi, je continue à faire mon travail à la résidence à l'annexe 3. Le 21 décembre 1993,
l'armée nigériane envahit les localités camerounaises de Djabane, encore appelée Sandy Point, et de Diamond Island. Dans la nuit du 18 au 19 février 1994, elle tente d'envahir l'ensemble de la péninsule de Bakassi. Les troupes camerounaises s'interposent vigoureusement. C'est le début de ce qui sera désormais appelé l'affaire Bakassi. Le Cameroun et le Nigeria partagent une frontière d'environ 1680 km. Et là-dedans, il y a dans la zone du lac Tchad, la frontière lacustre. À partir de là, maintenant il y a la frontière terrestre jusqu'à Bakassi. Et maintenant il y a la frontière à Bakassi même, et puis il y a la frontière maritime. Donc à la suite de certaines incursions de l'armée nigériane, le Cameroun a décidé de résoudre une fois pour toutes ce problème-là. Et a donc décidé, le président de la République a donc décidé de porter cette affaire devant la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, pour que ce problème-là puisse être résolu une fois pour toutes. Par l'entremise de son ministre de la Justice d'alors, Douala Moutomé, notre pays décide de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye au travers d'une requête introductive d'instance contre le gouvernement de la République fédérale du Nigeria. À travers les arguments qu'il expose devant la Cour, le Cameroun, sous l'impulsion du président de la République Paul Biya, dénonce l'agression des troupes nigérianes et sollicite de la CIJ qu'elle reconnaisse la presqu'île de Bakassi comme entité camerounaise, qu'elle demande au Nigeria d'évacuer sans délai et sans condition ses troupes de la zone et que la Cour procède au prolongement du tracé de sa frontière avec son grand voisin selon les dispositions du droit international. Au lendemain de cette action, un ensemble de mesures conservatoires sont prises pour éviter la déflagration. Celles-ci engagent les deux parties à éviter tout acte de leur force de nature à porter atteinte aux droits de l'autre. Après de nombreuses batailles juridiques, le Cameroun obtient gain de cause auprès de la CIJ et grâce à la clairvoyance du président camerounais, notre pays accepte de s'engager dans un round de négociations avec le Nigeria pour permettre une saine application de l'arrêt de la Cour internationale de justice sous l'encadrement des Nations Unies. La première partie, le Cameroun avait la parole pour poser le problème, présenter son argumentation. Le Nigeria, en retour, a aussi eu son temps de parole. Et il y avait comme intervenant la Guinée équatoriale. L'intervenant, ça veut dire que quand vous regardez la situation du Cameroun au fond du golfe de Guinée, le Cameroun est handicapé par la présence de l'île de Bioko, qui appartient à la Guinée équatoriale. Donc la Guinée équatoriale était là pour s'assurer que la décision attendue n'allait pas préjudicier ses intérêts. Donc après avoir entendu les deux parties, plus la partie intervenante, la Cour internationale de justice a donc rendu son arrêt le 10 octobre 2002. Et c'est là que le président Paul Biya a sorti tout son tact vraiment d'homme patient, d'homme de paix. Parce que une fois l'arrêt rendu, on pouvait penser que les choses allaient de soi. Mais ce n'était pas ça. Et à un moment même, c'était le blocage total. La commission mixte entre le Cameroun et le Nigeria, c'était le blocage total. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Grâce au président Paul Biya, à sa manière de voir les choses, la diplomatie a repris du terrain. Il y a donc eu des rencontres à Paris, à Genève plusieurs fois. Il y a même eu une rencontre de la francophonie à Ouagadougou aussi. Et puis, grâce donc à la patience du président de la République, du président Paul Biya, on a abouti enfin, n'est-ce pas, le 12 juin 2006 à l'accord de Green Tree aux États-Unis qui a donc déterminé les modalités de mise en œuvre de l'arrêt. Un bon règlement est un règlement où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est, je crois, le cas
Et je serais tenté de dire que nous avons peut-être donné l'exemple. Dans un avenir proche, cette affaire, nous l'espérons tous, sera derrière nous et s'ouvriront alors de larges perspectives de coopération. Aujourd'hui, le règlement du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria fait école et constitue l'une des plus grandes victoires du renouveau. Le problème de Bakassi a été résolu de main de maître. Aujourd'hui, ce processus fait école dans des universités. On étudie, on essaye de voir comment ce process, le président a réussi à mener ce process avec la paix. Mais cette victoire, bien que déterminante, n'en constitue pas la seule. Malgré 4 décennies d'un parcours tapissé de roses, mais aussi et surtout d'épines, Paul Biya a su méthodiquement matérialiser son ambition de faire du Cameroun un pays moderne. J'habite cette maison depuis 40 ans. La route, ce n'était pas une route. Une fois, les Sud-Africains nous ont apporté un drôle de produit. Vous versez la poudre là sur la route, et s'il y a une petite flotte, vous-même, vous ne pouvez plus tenir sur la route avec les pieds. Encore moins les voitures. Donc, je vous dis qu'on a essayé toutes sortes de solutions pour avoir une route. Maintenant, c'est comme une autoroute là. Et le quartier a changé. Et à l'image de ce quartier d'Ahala, qui était un village rural à côté de Yaoundé, et qui est devenu un quartier très urbanisé, on peut dire que le Cameroun a connu les mêmes évolutions. Quand j'entrais à l'université en 89, il n'y avait d'ailleurs qu'une seule université, Yaoundé. Ensuite, on a créé Douala, ensuite on a créé Yaoundé 2, ainsi de suite. Il y a maintenant des universités partout dans chaque région, oui. Et donc, quand on commençait l'enseignement ici, quand Aïjou avait laissé une université à Yaoundé, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre 11 et 1. En dehors des 11 qui existent aujourd'hui, il y a des instituts privés d'enseignement supérieur, énormément nombreux. C'est-à-dire le Cameroun devient un véritable quartier latin d'Afrique. Et on enseigne toutes sortes de spécialités ici, au Cameroun. Et ça, c'est un grand changement. Quand vous faites un changement culturel au niveau de la superstructure, un changement de ce niveau, il faut reconnaître qu'il y a eu des changements. Le changement ne veut pas dire amener des bateaux que tout le monde voit, des caterpillars qui font beaucoup de bruit. Non, un pays ne se développe pas avec du bruit. Un pays se développe comme une herbe qui pousse. Quand l'herbe pousse, on ne sent pas le bruit. Elle ne fait pas de bruit. On voit seulement que l'herbe est déjà grande. L'arbuste est déjà grand. L'arbuste ne faisait pas de bruit. Le Cameroun s'est développé comme le développement d'une végétation. Cette transformation qui se veut structurelle embrasse divers champs. Un adage dit, pendant que les besoins prennent l'ascenseur, les solutions prennent les escaliers. Et un des facteurs, c'est d'abord la démographie. Parce que si il y avait 5 bouches hier à manger, aujourd'hui c'est peut-être 10 après-demain. Donc les besoins se créent. C'est pour cela qu'il y aura toujours dans l'œuvre humaine des critiques. En janvier 1983, quand je prenais la route pour Abomban, mon premier poste, à l'époque, c'était les Savièmes. Arrivé à Abomban, je pouvais enlever les habits, mais j'étais toujours habillé. Et l'habit, c'était la poussière. Rien que ce petit exemple, je suis rentré à Abomban. Quelques années plus tard, je roule sur du goudron. Pour moi, c'est quelque chose de significatif. Donc on ne peut pas dire que les choses n'ont pas changé dans le sens positif.
Et sur le plan économique, je pense que on a eu une progression, n'est-ce pas, depuis les années 80, que le chef de l'État a pris le pouvoir. Il gère l'économie de façon macro, dans le sens que il gère à un certain niveau en haut et automatiquement, on voit les retombées sur le plan micro. C'est pour raison que, si vous bien remarquez, en 1994, il y avait la dévaluation. Mais on n'a pas beaucoup senti, n'est-ce pas, le poids de cette dévaluation. Et les tiens encore, de nos jours, on a même oublié que l'argent du Cameroun a été dévalué à un moment donné. Il y a également, n'est-ce pas, la croissance industrielle. Je vois que au Cameroun, à un moment donné, il y avait très peu, n'est-ce pas, la possibilité de créer une usine même, parce qu'il y avait un problème d'énergie. Et bien, la politique du président me permet de constater que il y a des barrages qui sont construits un peu partout. Et il sait que lui, il a constaté que pour qu'il y ait assez de fourniture d'énergie, il faut ces barrages. Et pour qu'il y ait les activités industrielles, si on doit les développer, on doit avoir assez d'énergie, pas seulement pour fournir, n'est-ce pas, les foyers et les bureaux, mais le secteur industriel. Le président Biya, que je peux vous dire, moi je l'appelle plus président Biya, j'appelle le président patriarche. Parce que depuis que je suis dans le RDPC, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai grandi dans le RDPC et j'ai vu ce que le président a fait. Nous avons vu, et tous les Camerounais ont vu, sauf ceux qui ne veulent pas le Cameroun. Je peux vous dire que depuis le début de ce pays, le président Biya a beaucoup fait pour le Camerounais. Il n'a pas travaillé pour lui-même, il a travaillé pour le Camerounais. Et que tout ce qui devait se passer au Cameroun, le président Biya a su gérer ça jusqu'à nos jours. Vous voyez comment les autres pays, nos voisins, sont en problème partout. Et le président a su gérer le Cameroun. Et il a beaucoup fait pour les jeunes, il a beaucoup fait pour la paix au Cameroun, et il a beaucoup fait pour la cohésion et le vivre ensemble. Donc la démocratie, les libertés, c'est une grande victoire du chef de l'État parce qu'il a, en 1991, il a abrogé, n'est-ce pas, les lois d'exception, les lois d'exception de 1962 ont été abrogées en 1990. Et nous avons vécu dans la liberté, il y a eu plusieurs partis politiques qui ont été créés, les associations, ainsi de suite. Les gens oublient également qu'à l'époque, il fallait obtenir un visa pour sortir du Cameroun. D'abord, le visa à l'immigration avant de se rendre dans les ambassades. Les gens ont oublié. Les femmes ne pouvaient jamais obtenir des visas sans l'autorisation préalable des maris. Mais le président Paul Biya dit non, la liberté pour tout le monde. Il a supprimé donc ces visas obligatoires qu'on devait prendre à l'immigration du Cameroun avant d'aller prendre celui de la France ou de l'Amérique et tout ça. Donc le président a créé un monde de liberté où les gens s'expriment librement. Sur le plan institutionnel, l'architecture normative du Cameroun fait aujourd'hui de notre pays un état de droit et de liberté. Un air de liberté que les Camerounais respirent à plein poumon. Depuis 1982, si nous prenons les séquences politiques, il apparaît que de manière constante et déterminée, le président a assis dans notre pays l'engagement politique autour des principes de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. D'abord en 1983, ne rappelons pas les moments difficiles que nous avons connus. Et en 1984, le président a commencé à démocratiser son propre parti. Et à la création du RDPC en 1985, cette démocratisation s'est approfondie jusqu'en 1988, où il y a eu des candidatures multiples au niveau du RDPC et qui a permis une dynamique parlementaire permettant ainsi ce que ceux qui étaient pratiquement les seuls portés vers la liste unique nationale du parti puissent être contredits par les choix que le président a fait des nouveaux visages qui devaient animer l'action politique. Il y avait là, me semble-t-il, un élément majeur à garder comme tribut ou alors comme recette ou alors résultat de cet engagement politique majeur du président de la République. Dois-je également vous rappeler
qu'en 1990, lorsque les vents d'Est et les vents du Sud étaient en train de souffler, le président a gardé le cap en disant effectivement que nous n'avons pas besoin de ces grandes conférences nationales souveraines. Le souverain, c'est le peuple. Faisant donc confiance au peuple, il a engagé les réformes politiques pour permettre l'expression des partis politiques. Dois-je vous rappeler que dans la Constitution, les partis concourent à l'expression du suffrage. L'article 4 de la Constitution. Et donc les partis politiques n'ont pas l'exclusivité de l'action politique, mais les partis politiques sont la trame à travers laquelle les actions politiques peuvent s'opérer, effectivement, à travers lesquelles l'alternance peut s'opérer. Ils reviennent donc aux partis politiques, avec un programme politique d'alternance, de proposer au peuple camerounais ces projets d'alternance en espérant effectivement qu'ils pourraient gagner le capital. Dans l'agenda présidentiel, la femme camerounaise, épouse, fille et mère occupe une place de choix. Un père attentionné qui aime sa population, plus particulièrement en ce qui concerne la femme. La création d'un ministère de la condition féminine au tout début de son mandat en 1984 était une excellente initiative qui a permis à ce ministère de devenir aujourd'hui ministère de la promotion de la femme et de la famille pour montrer l'importance de la femme et de la famille au sein de notre société. Le président de la République a croire en la femme et il a travaillé pour la promotion de cette femme. Dans plusieurs de ses discours, il a toujours souhaité voir plus de femmes à des postes de responsabilité, qu'il s'agisse des femmes dans le gouvernement ou des femmes directeurs d'entreprise. Et les femmes occupent des postes qui ne sont plus seulement dans le secteur social. Et des femmes sont à des postes, à des positions où, au passé, on n'aurait pas cru trouver une femme là-dedans. Et les femmes sont impliquées en politique à un très haut niveau. Elles sont mieux représentées dans différentes sphères de la société. Nous avons plus de femmes députées en ce moment. Nous avons plus de femmes maires titulaires. Ce n'est plus seulement des adjoints aux maires. Il y a des femmes dans le Sénat, dans le conseil régional, il y a des femmes. Donc, nous pensons que le président de la République a cru en la femme et l'a toujours honorée comme il l'a honorée. Il l'a honorée au comice agro-pastoral de Bolova, particulièrement la femme rurale. Ayant placé l'humain au devant de ses priorités, le développement des infrastructures socio-économiques a connu dans notre pays depuis 1982 un développement fulgurant grâce à Paul Biya. À partir du livre du président, pour le libéralisme communautaire, le président met l'être humain au centre de sa vision et au centre de sa politique. L'aspect social, la santé, un très grand changement sur le paysage sanitaire, de nouveaux hôpitaux, des hôpitaux de référence dans les 10 régions, équipés avec des plateaux techniques modernes. Sur le plan social, l'éducation. L'éducation qui va dans les zones rurales et semi-rurales. L'éducation qui se rapproche de plus en plus des populations. La décentralisation qui est maintenant opérationnelle, tout en sachant que c'est un processus. Et la construction d'un pays reste toujours dans le cadre d'un processus d'amélioration. Dans le domaine du sport, avec les infrastructures, des infrastructures de très haute facture qui, sur le plan international, met le Cameroun à un autre niveau. Ces infrastructures permettent de rêver, permettent une ouverture. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été, à mon humble avis, un acteur majeur dans la préservation de la paix et de l'unité au Cameroun.
Comme vous le savez, le Cameroun est un conglomérat d'ethnies, de tribus, de clans, de lignages, de religions, d'obédience philosophique. Et ce conglomérat n'est pas toujours le parangon de la paix et de l'unité. Il faut bien qu'il y ait à la tête de l'État un homme farouchement opposé à la division, farouchement opposé à l'éclatement de la nation, farouchement opposé à toutes les forces centrifuges. Le président Paul Biya est un homme d'unité, un homme de paix. La preuve, moins de 2 ans après son accession à la magistrature suprême, c'est-à-dire le 4 février 1984, il a permis à l'Assemblée nationale de voter une loi consacrant le changement de dénomination de l'État du Cameroun, changement de dénomination de notre pays, le Cameroun. Ce n'était plus la République unie du Cameroun, c'est devenu la République du Cameroun. Unie, ça veut dire que les deux entités sont différentes et on les rassemble. Alors que l'unité, c'est vraiment l'unicité, dans la diversité. Ce n'est pas une façon de phagocyter toutes les différences, d'aplanir, non. Il s'agit d'unir, de faire en sorte que le pays soit un et indivisible. Tout en gardant, évidemment, chaque région, chaque religion, chaque ethnie, chaque tribu, chaque clan, chaque lignage, chaque confession religieuse garde sa spécificité originelle. Mais l'objectif, c'est l'unité de la nation, afin d'éviter des problèmes que certains pays connaissent, ce sont des problèmes parfois difficiles à résoudre. Au Cameroun, nonobstant quelques soubresauts, quelques velléités, nous avons l'unité, nous avons la paix des esprits et des cœurs. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. C'est un homme qui croit à l'unité du Cameroun, car sans unité, c'est-à-dire sans la paix des cœurs et des esprits, il n'y a pas de nation. Aucun progrès n'est possible. Et à ceux qui lui font le reproche d'être un dictateur, ceux qui l'ont côtoyé tout au long de ces 4 décennies ont une réponse cinglante. Il faut juger un homme selon les circonstances dans lesquelles il se trouve dans l'histoire. Et comme dit Sartre, n'est-ce pas, l'essentiel n'est pas ce que les structures font de toi, mais ce que toi tu fais de ce que les structures ont fait. Donc, en dernière instance, c'est l'homme qui juge sa liberté. Les structures peuvent te conditionner. Il n'est pas le dictateur qu'on dit. Parce que s'il était dictateur, parce que les gens utilisent les mots sans savoir ce que ça veut dire. Il dicte. Il ne réfléchit pas. Le dictateur, il vous prend, il marche avec les gendarmes, avec le fusil. Il dit arrêtez, on arrête, il n'y a pas de jugement. Le président, il sait qu'il a des institutions démocratiques, l'institution judiciaire. Il la respecte énormément. Vous passez par là. Il ne vient pas vous arrêter et ordonner votre incarcération. Il y a les règles, il y a la constitution, il y a le règlement. Et c'est tout cela, avant de mettre la main sur quelqu'un, il passe par toutes ces institutions. Ce n'est pas un dictateur. Le dictateur ne connaît pas les institutions. Le dictateur connaît seulement sa volonté unique et souveraine et qui est exécutoire dans l'immédiat. Ça, le dictateur. Paul Biya n'est pas comme ça. Il respecte même excessivement les textes, au point que nous, on trouve qu'il en fait un peu trop dans le respect des textes, n'est-ce pas? Parce que nous sommes parfois des va-t-en-guerre. Lui n'est pas un va-t-en-guerre.
C'est ça que... Comment les gens peuvent dire qu'il est dictateur? Un dictateur ne supporte même pas 2 minutes de résistance, n'est-ce pas? 2 minutes de résistance quand il a donné un ordre. Seulement, malgré toutes ces avancées indéniables, il persiste quelques ombres au tableau, à commencer par l'hydre de la corruption. Il avait dit qu'il va attraper les voleurs en col blanc. Ils étaient tous devant lui là, et ils applaudissaient le plus fort. Je me demandais, ces gens, ils applaudissent pour qui? Ils pensent que c'est qui est le voleur en col blanc. Ils croient que c'est qui d'autre, alors que c'était eux-mêmes. Et après, il n'a pas mis ça en exécution tout de suite. Il a attendu peut-être 10 ans pour commencer à organiser des enquêtes musclées qui ont abouti à l'incarcération de beaucoup d'honorables personnes de la République. C'est là qu'on a compris que donc, il peut mettre en exécution une menace qu'il a proférée. Ce que nous souhaitions. Bon, et là, on est resté un peu sur notre fin parce que les gens qu'il a arrêtés, c'était des grosses baleines. N'est-ce pas? Même après les baleines, il y a des rongeurs en bas. Ces rongeurs-là font plus mal. Ils font plus mal que les grosses baleines, ils prennent le gros lot. Mais il y a 1000 rongeurs dans le tissu administratif. Ils font plus de mal encore. Et on aurait souhaité que les choses aillent jusque-là. Ceux qui font des grosses villas dans tous les quartiers, là, ceux qui ne sont pas au sommet de l'administration, mais qui sont à des postes stratégiques. Ils s'enrichissent et nous en foutent plein la vue. Et nous considérons ça comme une injustice. C'est-à-dire qu'il faudrait un ménage, un grand ménage systématique. C'est-à-dire, on prend en haut, on prend aussi en bas. Mais avec une combativité qui est loin de faiblir, le président camerounais, mendiant de la paix, s'emploie à léguer à la postérité un pays uni et fort, une république exemplaire dont les générations à venir pourront être fières. Le président a été un grand chef dans des circonstances souvent difficiles. Et le plus grand souvenir que j'ai de lui, c'est que c'est un homme de caractère, un homme de dignité, et surtout un homme qui aime son pays, le patriotisme. Et je crois qu'il a été passionné, il est toujours passionné par le simple fait que son pays est ce qu'il est. Il a été persistant et il est patient. Ça, c'est très important pour un chef dans un État moderne. Et je suis convaincu que tout ce qu'il a fait a été dans l'intérêt du Cameroun. L'homme d'État que moi j'ai connu, que j'ai pratiqué, avec qui j'ai collaboré pendant de longues années. On travaillait ensemble à différents niveaux. Je pense que j'ai pu être admiratif de l'intelligence, la grande intelligence du président. La grande intelligence du président, c'est un homme extrêmement intelligent, qui perçoit vite, qui comprend vite les problèmes et qui apporte des solutions. Alors, sa sagacité, sa lucidité, c'est quelqu'un qui sait tout de suite où se situe le problème. C'est ça la sagacité, c'est ça la perspicacité de l'homme. L'écoute. Le président Biya écoute. Il a le sens de l'écoute. Il a le sens de l'écoute, c'est pas quelqu'un qui va vous empêcher de parler. Vous êtes collaborateur, il va vous écouter quand il vous pose une question. Il va vous écouter, il ne va pas vous écraser par sa personnalité. Il va vous écouter. Ça, c'est un élément que j'ai pu également noter chez le président. Et puis l'ardeur au travail. Il y a des gens qui se méprennent, qui pensent que la fonction présidentielle, c'est une sinécure. Non. Et quand on s'appelle Paul Biya, on travaille énormément. Le président n'a pas d'heure de travail. C'est ça que les gens doivent savoir. Il peut travailler à toute heure. Pendant que certains dorment, lui, il travaille. Il travaille chez lui, il travaille au Cameroun, mais même quand il est à l'étranger, il travaille. Je peux vous dire qu'à chaque fois que nous nous déplaçons, qu'on arrive à l'hôtel, à l'étranger, toutes les dispositions sont prises pour que le président puisse recevoir ses premiers dossiers.
Donc en fait, même quand il va pour un petit repos, quelque chose comme ça, l'activité présentielle ne connaît pas de trêve. Il n'a jamais arrêté de travailler. Évidemment, les collaborateurs que nous sommes en pâtissent, naturellement, parce que nous sommes toujours sous le qui-vive. Nous sommes dans nos chambres d'hôtel et nous ne savons pas à quel moment le président va vous appeler pour ceci ou pour cela. Donc c'est un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui travaille énormément et parfois on s'est demandé comment il fait pour avoir une telle endurance, une telle résistance dans le travail. Et je le dis parce que j'ai été un collaborateur proche. Et puis la rigueur, le président en a fait un credo politique, rigueur, moralisation. Mais cette rigueur, il l'applique sur lui-même d'abord. Il ne fait pas de doute que depuis 4 décennies, le président de la République, Paul Biya, aura marqué d'une empreinte particulière l'histoire du Cameroun. Cameroun,